C'est dans un contexte de guerre en Europe que s'est ouvert le 20e Festival du film et Forum international sur les droits humains, ici, à Genève, en Suisse, en partenariat avec TV5 Monde, des activistes du monde entier, des films, des débats, et la présence de Christine Ockrent, qui connaît bien ces situations internationales. On la retrouve tout de suite. Bonjour Christine. Bonjour Patrick. 2014, vous écriviez le système Poutine, les oligarques. On est en plein dedans. Ça vous a surpris comme certains ce qui est arrivé en Ukraine? Je crois qu'on est tous absolument sidérés par la décision de Vladimir Poutine et l'emprise de cet homme sur cet immense pays qu'est la Russie et la manière dont tous les échelons du système semblent à sa merci. Et il y a eu quelques séances filmées tout à fait saisissantes, notamment la réunion avec les responsables de la sécurité, où on l'a vu morigéner quasiment en direct le responsable de la sécurité intérieure comme un petit garçon à qui il allait taper sur les doigts, et puis aussi la réunion avec les oligarques, où bien évidemment il les a véritablement condamnés en quelque sorte à se taire. Mais quelques-uns sont en train de considérer qu'ils perdent quand même suffisamment de milliards de dollars que pour essayer de s'exprimer. Oui, ça veut dire que ces oligarques dont vous parliez dans ce livre, aujourd'hui, ils pourraient se retourner contre Poutine? C'est très difficile à dire parce que vous avez en fait trois groupes d'oligarques. Vous avez la première génération, en quelque sorte, que Poutine a tout de suite mise en garde dès 2003 en envoyant l'un d'entre eux, le plus brillant d'entre eux, Khodorkovsky, dans un camp de travail pendant 10 ans. Donc, ça a calmé les autres. Il y a Boris Berezovsky qui, lui, est mort dans des conditions assez suspectes aux alentours, si ma mémoire est bonne, des années 2010 à Londres. Donc, cette première génération de gens qui ont fait fortune parce qu'ils ont compris au moment du démembrement de l'Union soviétique qu'ils pouvaient s'emparer à bas prix des usines d'État dans les secteurs extrêmement rentables de l'énergie, des métaux, l'aluminium, etc. Donc ce premier groupe d'oligarques ont fait d'immenses fortunes, ont acheté des propriétés un peu partout chez nous, à Londres bien évidemment, la Côte d'Azur, Monaco, les États-Unis. Beaucoup de sociétés, la Suisse où nous sommes, et où véritablement... Où les banques, pour la première fois, bloquent des biens. C'est-à-dire que la Suisse, pour la première fois, s'est alignée sur les sanctions décidées par les Européens, par l'Union européenne et par la Grande-Bretagne. Donc vous avez ce premier groupe d'oligarques. Et ceux-là sont extrêmement puissants, extrêmement riches, et l'un d'entre eux, qui s'appelle Deripaska, qui a fait fortune dans l'aluminium, a dit il y a quelques jours, ce serait peut-être bien d'arriver à décrocher le business des affaires de l'État. Il a dit ça, ce qui était déjà extrêmement audacieux. Et puis vous avez un deuxième groupe qui sont véritablement ceux qu'on appelle les Siloviki, c'est-à-dire ces hommes issus des services de sécurité, comme Vladimir Poutine, et qui sont à la tête des grandes entreprises d'État, à commencer par Gazprom, par Rosatom, tout ce qui concerne le gaz, le pétrole, l'énergie nucléaire. Et ces gens-là, Igor Sechin, par exemple, qui est le patron de Rosneft, qui est la grande entreprise gazière, avait un yacht, enfin toujours en principe un yacht de 68 mètres de long, que la France vient de bloquer au port de la Ciotat dans le cadre donc des mesures frappant les oligarques. Et puis vous avez un troisième groupe qui est la jeune génération. En général, les fils des Siloviki. Ils se marient entre eux. Notamment l'ex-gendre de Poutine lui-même, qui est un jeune homme qui doit avoir 37 ou 38 ans, et qui est lui aussi à la tête d'une immense fortune, qu'il a investie en particulier dans des propriétés en Grande-Bretagne, etc. Vous avez véritablement trois groupes. Alors,
jusqu'à quel point est-ce que le premier groupe, les plus puissants, les plus âgés, qui ont souvent plusieurs nationalités, Abramovich, par exemple, a la nationalité russe, israélienne et portugaise, parce qu'ils ont acheté, vous savez, ce qu'on appelle les Golden Passports, de façon à avoir accès à l'espace Schengen, à la libre circulation au sein de l'Union européenne. Donc, sur le plan juridique, tout cela pose des questions très épineuses, sûrement, pour arriver à geler leurs avoirs et d'abord à les tracer. C'est pas très simple. Oui, mais quand chacun dit Poutine, on ne pourra pas l'arrêter, lorsqu'il dit on peut envisager un cessez-le-feu, à condition que toutes les conditions émises par la Russie soient satisfaites, on se dit comment stopper Poutine? Ah ben ça, c'est la question que le monde entier se pose. Oui. Et à commencer par les malheureux Ukrainiens et nous tous en Europe qui sommes les spectateurs impuissants au-delà des efforts humanitaires, de tout ce que l'on peut faire pour dénoncer cette barbarie de retour en Europe. Enfin, c'est absolument monstrueux. Avec cette désinformation navrante pour les Russes eux-mêmes. Les Russes eux-mêmes, tous ceux qui ont le courage d'aller manifester et qui se font aussitôt coffrer. Donc pour revenir à votre question, qui est la seule qui compte, qui va arrêter Poutine? Est-ce que ce sera de l'intérieur du système? Est-ce que les oligarques qui, encore une fois, sont frappés en plein estomac et qui voient leurs avoirs gelés et certains d'ailleurs ont beaucoup fondu déjà. Il y a en particulier, là tout à côté de nous, sur les bords du lac de Genève, dans une magnifique maison archi-protégée, etc., l'un des plus riches de ces oligarques. Voilà, tous ces gens-là, qu'ils restent actifs dans les circuits économiques ou pas, sont évidemment fragilisés. Mais ont-ils, eux, le pouvoir de déstabiliser le maître du Kremlin? C'est une autre affaire. Oui, Christine, vous êtes invitée ici dans ce Festival du film et Forum international sur les droits humains. Vous aviez publié ce livre, Le choc des continents. Les valeurs, ici on parle de droits humains. On a bien compris qu'on est passé dans un autre monde, que l'Europe est passée dans un autre monde désormais. C'est ce que disait d'ailleurs le président Macron. On va vivre comment maintenant ? On vit en défendant nos valeurs. On a la chance, et je crois qu'on s'en rend compte, avec encore plus de, à la fois d'inquiétude et de fierté. On a la chance de vivre dans des systèmes démocratiques et au sein d'une Europe qui est en train de découvrir son unité. C'est tout à fait remarquable que les 27 pays de l'Union européenne et la Grande-Bretagne, qui se rend compte finalement que la géographie est quand même plus forte que le Brexit, nous sommes Européens à l'ouest de ce continent qui est frappé dans son ventre en Europe centrale. Et alors imaginez l'inquiétude de tous les pays qui sont frontaliers de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine. Et on voit d'immenses élans de solidarité, et d'abord dans ces pays qui accueillent beaucoup de réfugiés, chez nous aussi d'ailleurs. Et je crois que c'est un tournant pour nous, pour nos générations, parce qu'on se rend compte que l'Europe doit se défendre. Elle doit se défendre dans le cadre de l'OTAN avec la protection américaine, mais elle doit d'abord se défendre toute seule et elle-même. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une prise de conscience bien au-delà des différences politiques, et Dieu sait si en France on aime les entretenir, et surtout en période d'élection présidentielle, une élection présidentielle qui évidemment paraît non pas marginale, c'est central pour nous, mais quand même, voilà, je crois que les enjeux sont plus clairs que jamais. Oui, et paradoxalement, ça pourrait être ça la défaite de Poutine, c'est qu'au fond, il recrée cette union perdue de l'Europe et finalement des démocraties. Mais il a déjà perdu la guerre de l'image, parce que face à ce tyran solitaire et glacé dans son palais du Kremlin, vous avez un Zelensky, le président ukrainien, qui devient
une image à la fois de l'héroïsme et puis de la simplicité dans ce qu'il exprime et de son habileté dans ce qu'il exprime. La guerre de communication, c'est lui qui la gagne. C'est paradoxal. Mais au prix de morts, de blessés, de gens qui fuient dans tous les coins. Mais vous avez raison. Merci Poutine. L'Europe est plus unie que jamais et l'Alliance Atlantique est renforcée. Et les États-Unis de M. Biden, qui voulaient se consacrer prioritairement au duel avec la Chine, se voient contraintes de s'intéresser à nouveau à l'Europe. Et donc vous avez des renforts de troupes américaines en Pologne, en Roumanie, en Estonie. Enfin, c'est véritablement un effet boomerang qui prouve à quel point l'analyse de Vladimir Poutine a été fausse depuis le début. D'abord sur la nature même de l'Ukraine démocratique d'aujourd'hui, qu'il persiste à qualifier de nazi. Enfin, le type, je veux dire, il ne faut pas faire de la psychologie de bazar, mais enfin, c'est quand même absolument consternant de voir le vocabulaire qu'emploie le président russe. Une erreur fondamentale sur la nature de l'Ukraine, sur la résistance des Ukrainiens et sur la réaction des démocraties. Merci beaucoup. Christine Ockrent, invitée ici dans ce 20e Festival du film et Forum international des droits humains en partenariat avec TV5 Monde ici à Genève. Je rappelle le livre que vous avez publié, La guerre des récits. Christine Ockrent, merci. Merci Patrick.